USA France Financials est un cabinet indépendant de gestion privée et patrimoniale vous offrant les avantages et services d'un cabinet à taille humaine ainsi que les ressources de grandes institutions. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des Français et Franco-Américains qui se sont installés ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 850 familles depuis 2010. Nous nous adressons à une clientèle ne sachant pas où elle se retrouvera dans l'avenir et lui permettons d'être proactive face à des problématiques fondamentales de planification par l'établissement de stratégies portables, flexibles et adaptées. Ces problématiques sont notamment les successions internationales, la retraite, les placements, les stratégies fiscales et la prévoyance. Notre équipe et nos réseaux de partenaires, que ce soit des avocats, des comptables, permettent d'avoir une vision globale sur votre situation patrimoniale internationale, que ce soit par exemple aux États-Unis ou en France. Cette double compétence nous met dans une position de force et nous permet de gérer toutes les problématiques possibles et inimaginables affectant l'avenir de nos clients. Nous accompagnons notre clientèle sur la longue durée, bâtissons avec eux des relations à vie et agissons d'une certaine manière comme leur propre family office. Nous utilisons un processus de planification très élaboré. Nous commençons par mettre nos clients dans une meilleure situation par le biais de stratégies d'ingénierie patrimoniale ou d'instruments fiscalement avantageux lorsqu'il s'agit par exemple de les aider à mieux planifier leur retraite, avant même d'aborder l'aspect tactique, c'est-à-dire des investissements purs, afin de s'assurer que ces investissements soient en ligne avec leur stratégie globale et compréhensible. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur Pourquoi choisir USA France Financials, dans laquelle nous vous expliquons plus en détail notre manière de procéder. Salut Alexandre, comment vas-tu? Très bien, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 10h02. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à nous écrire. On a Daniel et Tegui. Salut Daniel, bonjour, bonjour. Thierry Hubert, bonjour, qu'on a vu hier. Bonjour Thierry. Salut Fernando. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se connecter. Donc, n'hésitez pas à continuer d'écrire. Notre équipe peut vous répondre en live. Donc, Alexandre et Cédric, on va commencer notre première présentation. Donc, comme on vient d'expliquer pendant l'introduction, nous allons parler de comment investir sur les marchés financiers aux États-Unis en période de récession. Je m'appelle Annabelle Ballot-Potier, je suis la directrice de la Chambre de commerce de Floride et je suis ravie d'avoir nos experts ce matin, Alexandre Quentin de USA France Financial et Cédric Sage de USA Financial. Et nous allons faire le point sur les marchés boursiers en 2022, parler de méthodes pour mettre en place une stratégie d'investissement international, maximiser les rendements et diminution des risques dans un contexte de forte volatilité et inflation. Alexandre, de floor. Et je vais juste présenter Alexandre et Annabelle déjà. Merci encore une fois de plus pour le travail de l'équipe de la Chambre de commerce, ton travail pour l'organisation de ce séminaire. Alors, pour les présentations, Alexandre, avec qui je travaille depuis maintenant plus de 10 ans, qui est partenaire à USA France, également notre directeur spécialiste des investissements. Donc voilà, Alexandre, parle-nous. Je pense que tu vas nous parler pas mal peut-être d'actifs défensifs aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut gérer les problématiques de roller coaster en termes de crise financière, en termes de récession? Absolument, entre autres, en effet, on va aborder les deux, à la fois les actifs défensifs, les actifs de croissance. On va faire un point ensemble. Merci Cédric pour cette introduction. Je vais partager mon écran et puis on va se lancer directement dans le vif du sujet. Alors, share screen. Share. Et normalement, Cédric, si tu veux potentiellement me confirmer, tu devrais normalement voir mon écran en plein écran. Absolument. On voit ton écran. Merci beaucoup. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. On va parler d'investissement aujourd'hui. Juste pour présenter l'équipe, comme Cédric m'a présenté. Donc, on est maintenant une équipe de 18 personnes, dont un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une
valeur ajoutée, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous allons déjà nous poser la première question de savoir que se passe-t-il sur les marchés financiers en ce moment, pourquoi tant de volatilité. Deuxièmement, on va voir comment est-ce qu'on peut contribuer à réduire le risque de votre portefeuille tout en ayant la capacité d'aller chercher ce rendement-là dans un cadre de votre stratégie patrimoniale internationale. Troisièmement, comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés que l'on est en train de vivre. Et quatrièmement, comment est-ce qu'on peut réduire l'impact fiscal qui aura un énorme impact évidemment durant votre vie. Et on va voir comment est-ce qu'on peut se positionner de manière optimale. Voici pour le sommaire d'aujourd'hui. Donc, j'ai hâte qu'on puisse avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on la prendra à la fin de ce webinaire. Et voilà, on a 1 heure ensemble. Donc, si je peux répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Première question, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi tant de volatilité? Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une vingtaine d'indicateurs. Ces indicateurs sont des indicateurs que nous suivons de manière mensuelle et ceux-ci évoluent petit à petit et il y a à l'heure actuelle aucun indicateur qui est dans le vert puisque ceux-ci sont soit vert, orange ou rouge. Mais à savoir, comparé par exemple à mars dernier, nous sommes dans une meilleure situation que nous étions. Nous avons moins de rouge que nous étions il y a quelques mois et donc on voit un petit peu une amélioration des indicateurs économiques. Pourquoi est-ce qu'on reste encore dans le rouge? Pour un certain nombre de facteurs. Évidemment, la géopolitique internationale. Est-ce qu'on va se poser la question de savoir si la supply chain internationale est encore ouverte? On a par exemple maintenant une autre route potentielle de la soie qui s'ouvre avec la Chine qui est un petit peu de manière, on va dire, parallèle avec les pays occidentaux. Il se passe un certain nombre de choses en ce moment qui sont en effet qui restent dans le rouge, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui maintenant s'avèrent être un peu plus positifs. Maintenant, on a un peu plus de clarté, notamment sur ce que la Banque centrale américaine va faire au niveau de ses taux. Elle a annoncé au mois de septembre « higher for longer », c'est-à-dire qu'elle va s'attendre à que les taux d'intérêt vont rester un peu plus élevés que ce que la communauté financière et économique se posait en fait en termes d'hypothèses. Et donc, les marchés ont réagi ces 2 derniers mois pour réajuster la valorisation des entreprises, donc à la baisse en effet. Mais maintenant qu'une récession attendue pour 2024, qu'on appelle mild pour l'instant, et également beaucoup plus de clarté sur ce que la Banque centrale américaine va faire dans les mois à venir, maintenant les indicateurs financiers vont beaucoup plus se focaliser sur la profitabilité des entreprises. Et donc, on pense qu'à l'heure actuelle, la valorisation des marchés financiers prend en considération déjà une récession l'année prochaine et des taux d'intérêt qui resteront normalement plus élevés que prévu selon les dernières suggestions des analystes économiques et financiers. Donc, on pense que le terreau est plutôt, on va dire, favorable en ce moment de se positionner dans ce qu'on appelle contrarian, dans une position où on a un certain nombre d'indicateurs économiques négatifs qui ont déjà été pris en compte sur les marchés et il peut y avoir en effet des opportunités de se positionner en ce moment. Je vous donne un exemple, l'indice des petites compagnies aux États-Unis qu'on appelle le Russell 2000 est maintenant moins de 33% en dessous de son plus haut qui était il y a que quelques mois. Et donc, pour qu'il revienne à son plus haut, quand un indice a perdu 33%, il doit regagner 50% pour arriver à son niveau qu'il était il y a quelques mois. Et donc, à ce titre, il peut être intéressant potentiellement de tirer avantage d'opportunités stratégiques en ce moment. Donc, on va voir ça en ce moment. On va voir ça. Dans la deuxième question, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réduire le risque et maximiser le rendement? C'est exactement ce qu'on va se poser comme question. Voici les 4 avenues que je vous propose pour aujourd'hui. Premièrement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, de réduire au maximum les prises de décision émotionnelles. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie holistique qui va prendre en considération l'ensemble de votre stratégie, d'avoir une diversification en termes de classes d'actifs, mais de potentiellement être stratégiquement positionné selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Le point numéro 3, c'est d'être efficace dans votre stratégie patrimoniale, de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité. Si on peut faire en sorte que chaque dollar que vous puissiez mettre de côté puisse jouer plusieurs rôles en même temps, on va pouvoir se retrouver dans une meilleure position patrimoniale sans potentiellement prendre plus de risques. Et dernièrement, on va voir qu'il y a certains instruments financiers, notamment aux États-Unis,
Et c'est pour ça que c'est si important de suivre ce type de webinaire, puisque entre notre connaissance franco-française, avec aussi une mentalité franco-française sur laquelle on a tous été éduqués d'une certaine manière, sans avoir d'éducation financière forcément, mais on va réagir de la même manière que si on restait en France au niveau de notre stratégie patrimoniale, on va être plutôt proche de ce qui nous paraît être le plus commun, que ce soit l'immobilier ou un petit peu de financier. On va voir qu'aux États-Unis, je vais aujourd'hui vous ouvrir un petit peu les portes de possibilités stratégiques qui fait que ça va complètement changer la donne en termes d'instruments, mais également en termes de stratégie patrimoniale que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est ça qui va nous permettre notamment de réduire le risque et de maximiser le rendement. Commençons par ce point numéro 1. C'est de réduire au maximum les prises de décision émotionnelles. Comme vous pouvez le voir sur la graphique à gauche, c'était l'évolution des marchés financiers entre 1996 et 2016. Et bien, lié à l'augmentation et à la baisse des marchés financiers, l'investisseur va potentiellement avoir certaines réactions émotionnelles, soit dans l'euphorie, soit dans la panique, et ainsi de suite, et all the way in between. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% de rendement. L'investisseur moyen, lui, n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. L'avantage, notamment, de travailler avec un conseiller financier, c'est de pouvoir permettre d'avoir ce mur un petit peu, mur de Chine entre vos prises de décision émotionnelles et les meilleures prises de décision rationnelles pour vous et votre futur et votre foyer. Le point numéro 2, c'est d'avoir une diversification proactive de votre stratégie. Généralement, on utilise au moins 6 classes d'actifs pour être diversifié de manière optimale en termes de portefeuille. On fait appel à ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille. On va pouvoir être alloqué sur les grosses capitalisations américaines, sur potentiellement de l'international en Europe ou dans les pays émergents, dans d'autres classes d'actifs, comme par exemple les obligations, municipales ou non. On va ouvrir la porte à un certain nombre de classes d'actifs. En ce moment, notamment, une classe d'actifs qui est intéressante à regarder, c'est notamment ce qu'on appelle le private credit. Les taux d'intérêt sont élevés, notamment aux États-Unis. À la banque, à l'heure actuelle, on peut générer des rendements autour des 5, 5,5%, que ce soit dans du money market fund ou dans des CDs, un certificat de dépôt, ou bien dans des high yield saving accounts, on est autour des 4,5, 4,8%. On peut générer des rendements, on va dire, attractifs comparé à l'année dernière, mais en effet, l'inflation a beaucoup augmenté. C'est quand même, à l'heure actuelle, difficile de faire face à l'inflation, même avec ce type de rendement bancaire. L'avantage notamment du private equity en ce moment, c'est qu'elle va se positionner au-dessus de ce risk-free rate qui est proche de ce 5%, et les marges à l'heure actuelle sont proches de 7%. C'est-à-dire que les rendements que l'on peut attendre dans ce type de classe d'actifs sont autour des 12% net de frais en ce moment, qui paraît être attractif en effet. Si les taux d'intérêt étaient amenés à descendre, c'est ce qu'on appelle des floating rates. Si les taux d'intérêt reviennent à 1, on peut s'attendre à générer du 8. Quand les taux d'intérêt sont à 5, on peut s'attendre à générer du 12, et ainsi de suite. Donc, différentes classes d'actifs à privilégier selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Donc, de pouvoir faire face à faire appel à des money managers pour pouvoir être proactif selon le fait qu'il y a des problématiques géopolitiques, une augmentation des taux d'intérêt, etc., va vous permettre d'être proactif avec votre portefeuille et ainsi de pouvoir être d'autant plus proche de la gestion du risque et de la maximisation du rendement. Donc, diversification, oui, mais également diversification proactive pour être en position de force à l'instant T. Le point numéro C. Le point numéro C, c'est simplement qu'il s'agit d'être beaucoup plus efficace au niveau de votre gestion de patrimoine. Et on va faire un point là-dessus. Donc déjà, pour créer la valeur patrimoniale, nous n'avons que 3 options à notre disposition. Premièrement, c'est de créer de l'épargne pendant une très longue période de temps, de mettre de l'argent de côté tous les mois et qui va faire qu'on va faire grandir cet argent. Mais quand on va maintenant avoir cette épargne, on va conseiller généralement de ne pas avoir plus de 6 à 12 mois de dépenses de côté en liquidité pure, que ce soit checking, saving, money market, CDs. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ces montants-là, il y a 2 problématiques notamment. C'est l'inflation. Et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos ? C'est la banque. Et on veut évidemment la squeezer un maximum pour faire en sorte que chaque dollar qu'on mette de côté puisse travailler pour nous et notre foyer. Et ainsi, on va essayer de privilégier notamment 2 classes d'actifs. La première étant ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise, ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Voilà. Pour nous, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle, c'est ownership and real estate. Et quand on commence à se diversifier, commence à avoir un peu de son argent qui commence à être dans différentes classes d'actifs liées à cela,
Eh ben, il s'agira, dans un deuxième temps, de pouvoir créer une efficacité patrimoniale, de faire en sorte qu'on crée ce qu'on appelle un haut degré de vélocité. Pour expliquer généralement le terme de vélocité, je prends l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays, qui est tout simplement le ratio entre le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et si on assume que la masse d'argent disponible dans un pays est fixe, plus le PIB va être élevé, et plus ça va être un indicateur qui va nous indiquer que l'économie se porte bien. Il y a une certaine vitalité. Ça veut dire que les entreprises, les individus échangent l'argent et créent une certaine vitalité au niveau du pays. Et ça, c'est intéressant. Et bien, si nous, au niveau de notre stratégie patrimoniale, nous pouvons répliquer un tel modèle, c'est-à-dire que faire en sorte que chaque dollar qui est de côté puisse jouer potentiellement plusieurs rôles en même temps, et ben, on va pouvoir généralement prendre moins de risques, parce qu'on va pouvoir moins être agressif, en tout cas moins avoir la pression de l'être, et de pouvoir démultiplier les rendements derrière. Et voici comment on va pouvoir le faire. Il s'agit notamment de créer un système de cash flow qui soit efficace. Alors, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Quand on se lève le matin, on va créer de la valeur patrimoniale, que ce soit au niveau de notre salaire ou parce que nous avons notre propre entreprise et on va faire augmenter la valeur de cette entreprise. Et c'est ce que j'appellerais cash creation. Si on est un salaire, toutes les 2 semaines, on touche notre argent et celui-ci, généralement, est envoyé avec un direct deposit dans une warehouse que j'appellerais cash warehousing. On va le mettre quelque part et généralement, c'est matérialisé par une banque. On a un direct deposit sur notre checking account et de là, comme on en a discuté, comme la banque ne nous rémunère pas énormément, même si en ce moment c'est un peu plus que ce qu'on a connu l'année dernière, eh ben, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales pour faire augmenter notre valeur patrimoniale. Et c'est ce que j'appellerais cash flow creation. Et donc, les solutions de cash flow creation sont notamment ownership and real estate. Donc, par exemple, ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être également, par exemple, le marché financier, et de trouver des solutions qui vont nous permettre de potentiellement générer plus de rendement que l'inflation et ce qu'on peut trouver à la banque. Et on va créer un cercle vertueux parce que ça va nous créer des dividendes, des intérêts, de l'augmentation de la valeur du patrimoine, créer ce cercle vertueux dans toute notre phase d'accumulation. Et un jour, le jour où on souhaite potentiellement prendre notre retraite, quelle que soit la définition de la retraite, mais de faire en sorte qu'un jour, au lieu de se lever le matin pour créer la valeur patrimoniale, eh ben c'est notre patrimoine qui va créer notre cash flow, notre style, qui va garantir notre style de vie pour le reste de notre vie. Et au-dessus de cela, on a ce que j'appelle cash protection. On va mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir protéger notre patrimoine pour le reste de notre vie, puisqu'en effet, le cash flow, c'est si important. Le nerf de la guerre, c'est le cash flow au niveau de votre stratégie patrimoniale. Et donc, pour protéger cela, il n'y a vraiment que 3 choses que vous devez protéger pour être de manière optimale pour le reste de votre vie. C'est 3 choses qui pourraient avoir un impact dévastateur sur votre patrimoine, peu importe où vous êtes, où vous habitez. C'est évidemment un décès. Donc, d'avoir de l'assurance décès, mais également vos documents testamentaires en place, surtout si vous avez des enfants mineurs ici aux États-Unis et que vous avez une situation internationale. C'est absolument fondamental d'avoir vos documents testamentaires qui détiennent généralement 5 documents. Le testament, le will, le living will, qui sont les dernières volontés, le trust qui vous permet de garder un contrôle sur votre argent lors de votre décès. Attention au trust également, il faut travailler avec un avocat parce que si vous avez un retour en France, potentiellement la France ne sera pas vraiment très favorable à cela. Donc quand je dis trust, ça dépend de chaque situation bien évidemment. Il y a également les power of attorney qui sont les procurations à la fois médicales et financières. Et finalement, si vous avez des enfants en bas âge, c'est l'aspect de guardianship, à la fois temporaire de 2 semaines et permanent pour pouvoir permettre à vos enfants d'être pris en charge. Parce que si cela n'était pas en place, un juge décidera du sort des enfants et cela peut prendre plusieurs mois avant que leur sort soit pris en charge. Donc, ayez cela en tête. Donc, première chose en termes de cash flow protection, c'est en cas de décès. Deuxièmement, c'est qu'en cas de problème de santé, d'avoir une assurance santé, évidemment aux États-Unis, vous le savez, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de passer beaucoup de temps parce que, évidemment, une problématique de santé est dévastatrice aux États-Unis, mais également d'avoir ce qu'on appelle une assurance invalidité. Si demain, vous ne pouvez plus travailler, et bien que vous ayez un paycheck qui continuera à tomber, que vous restiez aux États-Unis, ou potentiellement même que vous rentrez en France, que ce paycheck continuerait à tomber pour vous, pour que vous puissiez garder votre dignité, votre capacité à continuer à épargner pour le long terme. Et dernièrement, c'est un procès contre vous. On est dans un pays où les gens se poursuivent à droite, à gauche pour n'importe quelle raison. En France, on a la la responsabilité civile qui est quasiment automatique. Aux États-Unis, il faut la demander à son assureur auto-maison, son Property and Casualty Insurer. Vous avez généralement une assurance pour l'auto, pour la maison, et il s'agit de demander l'umbrella policy qui vient se stacker en top.
Et celle-là, on va considérer d'avoir au minimum un montant supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine pour pouvoir être une des premières pierres à l'édifice de votre protection patrimoniale. Évidemment, si vous investissez également dans l'immobilier, n'hésitez pas à avoir ce qu'on appelle une matrice patrimoniale d'un point de vue juridique, que ce soit des holdings, que ce soit des LLC, de travailler avec un avocat pour pouvoir vous prémunir de procès potentiellement futurs, est très important ici aux États-Unis. Donc voici un petit peu la matrice. Je reviens maintenant sur l'optimisation en termes d'efficacité de cash flow. Donc je pense que ce graphique vous parle et c'est la manière dans laquelle on va dire, on réagit de manière optimale. On se lève le matin, on met ça à la banque et quand on est à la banque, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent? On va essayer de trouver des solutions patrimoniales. Et c'est notamment le thème d'aujourd'hui. Mais là où on peut trouver un certain niveau d'amélioration et que généralement on ne se pose même pas la question, c'est au niveau de ce cash warehousing. C'est de pouvoir potentiellement squeezer la banque, créer notre propre banque familiale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une banque où on va brick and mortar dans lequel on va rentrer directement, mais c'est de pouvoir trouver une classe d'actifs sur lequel on va pouvoir déposer nos liquidités et qui va nous permettre de faire grandir cet argent-là et de pouvoir financer nos activités à rendement. Et ainsi de pouvoir avoir plusieurs rendements en même temps au lieu d'avoir qu'un seul rendement. Et pour ce faire, on va pouvoir essayer de trouver la classe d'actifs la plus intéressante. Et nous avons fait ce travail pour vous. Comme vous pouvez voir à l'écran, ce sont toutes les options potentiellement à votre disposition de pouvoir mettre de l'argent dans un actif sur lequel on va pouvoir avoir des lignes de crédit à disposition pour pouvoir financer nos activités à rendement. Voici l'ensemble des solutions à votre disposition. On peut avoir de l'immobilier. Si vous investissez dans l'immobilier et que, imaginons que la valeur du bien est de 1 million de dollars et que vous avez 300 000 dollars encore de prêt contre votre prêt immobilier, contre votre bien immobilier, vous avez 700 000 dollars de ce qu'on appelle equity, qui en cas de vente, c'est les 700 000 dollars qui restent dans votre poche. Et bien, aux États-Unis, vous pouvez avoir une ligne de crédit qu'on appelle une HELOC, Home Equity Line of Credit, qui vous permet d'accéder à ce cash défiscalisé. Quand vous accédez à ce cash, vous n'avez pas d'impôt à payer. Il faut savoir que toutes les lignes de crédit dans lesquelles on va parler aujourd'hui se font de manière défiscalisée parce que c'est la partie qu'on appelle liability de votre patrimoine que vous avez utilisé pour la partie active. Donc, vous pourriez potentiellement utiliser un bien immobilier. Vous pouvez également utiliser votre business, de pouvoir collatéraliser soit des actifs, soit par exemple le goodwill de la compagnie pour pouvoir avoir la possibilité de leverager. Des actions, par exemple, si on avait un compte d'investissement ensemble, eh ben, vous pouvez avoir des lignes de crédit attachées à vos comptes d'investissement et vous pouvez accéder entre 50 et 80% de votre valeur de votre portefeuille si on était amené à travailler ensemble sur vos investissements. 50% c'est généralement adossé à la partie equity et 80% est généralement adossé à la partie obligataire. Et donc, vous pourrez utiliser votre argent une deuxième fois pour faire d'autres choses. Sur de l'épargne, sur des CDs, également sur ce qu'on appelle de la cash value life insurance, avoir une assurance vie ici aux États-Unis, qui va avoir une épargne, mais également une assurance décès, qui va pouvoir protéger votre famille. Mais également, justement, on va avoir des lignes de crédit attachées à votre assurance vie américaine. Et dernièrement, on pourrait également le faire sur de l'or, sur de l'art et également de la crypto, sur lequel vous pourriez vous leverage également. Voici l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles vous pourriez créer votre propre banque familiale d'un point de vue stratégique et ainsi vous leverager derrière. Mais celui-ci que l'on va privilégier, c'est ce qu'on appelle la cash value life insurance. Pourquoi? Parce que les caractéristiques que l'on va avoir, qu'on va vouloir avoir de cette propre banque familiale, c'est de l'argent qui a un très haut niveau de garantie. Il faut que cet argent soit là, qu'il soit également garanti d'augmenter quoi qu'il arrive, qui va nous permettre potentiellement de faire face à l'inflation, qui en plus pourrait être défiscalisé. Voilà des critères sur lesquels on voudrait que cette banque pourra avoir. Eh bien, cette cash value life insurance de type Wally ici aux États-Unis va pouvoir nous permettre de le faire. Je vous ai mis ici à l'écran 12 critères qui permettent de dire oui, c'est ce type d'instrument-là qui va permettre de créer une efficacité patrimoniale dans tout ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma stratégie patrimoniale, que l'on reste aux États-Unis ou qu'on reparte parce que c'est un instrument qui est flexible et portable. Si vous avez l'opportunité d'être résident fiscal américain aujourd'hui, vous avez un lien avec les États-Unis et que vous allez pouvoir la possibilité de mettre cet instrument en place, peu importe où vous serez dans le monde plus tard, que ce soit dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans, eh ben vous allez garder les avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où vous êtes dans le monde. C'est une opportunité pour vous de potentiellement tirer avantage de cela. Voici les 12 caractéristiques de l'instrument. Premièrement, vous avez une assurance décès attachée à l'instrument. En plus d'avoir une épargne, comme une assurance vie classique en France, vous allez avoir en plus une assurance décès qui viendra avec cet instrument et qui sera payée un jour lors de notre décès, peu importe si c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans.
Un jour, nous décéderons et un jour, un montant supérieur à notre épargne sera donné à nos bénéficiaires. Donc, on va pouvoir jouir de notre capacité d'épargne, enfin de notre épargne durant notre vivant. Et lors de décès, il y aura un montant supplémentaire qui sera donné à notre foyer ou à des associations caritatives, à qui vous voulez, et qui se fera tax-free. Et c'est parce qu'il y a une assurance décès qu'il y aura un certain nombre d'avantages fiscaux avec cet instrument. C'est la plus grande niche fiscale ici aux États-Unis. C'est un instrument qui existe depuis 1860. Ce n'est pas un instrument sexy. Les Rockefeller les utilisaient dans les années 1870. Walt Disney a lancé Walt Disney grâce à sa Cash Value Life Insurance. Président Biden en détient pour 5 millions de dollars. L'ensemble des personnes qui ont une capacité d'épargne détient ce type d'instrument puisque c'est la plus grosse niche fiscale, notamment aux États-Unis. Le point numéro 2, c'est que vous avez une liquidité, un contrôle de votre cash. Vous allez avoir du cash dedans, vous avez cette liquidité. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle raison à tout moment. Vous avez une croissance qui est garantie par contrat. Ça veut dire qu'il n'y a aucune année négative. C'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie, c'est garanti par contrat. En plus de cela, nous avons accès à des dividendes qui sont annuels, qui sont eux non garantis. Mais depuis 1860, il y a toujours des dividendes au-delà de la garantie. C'est toujours arrivé. Est-ce qu'on s'attend à ce que dans les 160 prochaines années, ça continue à arriver? La réponse est oui, ce sont nos attentes. Mais au cas où ça n'arriverait pas, vous aurez la croissance garantie par contrat. Nous avons des avantages fiscaux. Dès que vous déposez $1 dedans, vous n'avez plus jamais de fiscalité pour le reste de votre vie. Donc ça veut dire que si vous déposez maintenant $1 dedans, qui a déjà été fiscalisé, vous le mettez dedans, et ben vous allez avoir cet argent-là qui va grandir de manière défiscalisée. Vous pourrez accéder à votre cash de manière défiscalisée, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous avez des limites élevées pour les contributions. Vous êtes un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Vous avez la protection contre d'éventuels créanciers ou banqueroutes dans la majorité des États. Vous pouvez ajouter des options, telles que ce qu'on appelle waiver of premium, c'est-à-dire qu'en cas d'invalidité, c'est la compagnie d'assurance qui va continuer à contribuer envers votre contrat, et également en problématique de soins dépendants, ce qu'on appelle long-term care, si vous avez besoin de faire face à des problématiques de soins médicaux, de maisons médicalisées. C'est très cher aux États-Unis, on parle de 13 000 à 14 000 $ par mois de dépenses. Vous pourriez accéder à l'assurance décès en amont de votre décès pour payer ce type de dépenses. Et pour moi, les trois critères les plus intéressants de l'instrument se trouvent dans la collatéralisation potentielle de ce type d'instrument. Le fait qu'on peut utiliser cet argent une deuxième fois, qu'on a des options avantageuses de frais et des options avantageuses en termes de remboursement de ce prêt. Donc, si on n'utilisait pas la partie collatéralisation et qu'on utilisait juste l'instrument pour sa capacité de rendement interne, voilà ce que l'on aura. On a un taux de rendement qui est attractif. Par exemple, quand on regarde des illustrations à l'heure actuelle, on est autour des 4,5% de rendement net de frais net d'impôt, parce que c'est basé sur les taux de l'année dernière, où les taux d'intérêt de la Fed étaient proches de 1%. Si la Fed, la Banque centrale américaine, stabilise ses taux autour des 4,5%, et ben le type de rendement attendu qu'on va pouvoir avoir ce type d'instrument sera autour des 6,5-7% de rendement net de frais net d'impôt sur le long terme. Ce n'est pas du 50%, pas du tout. C'est un instrument défensif qui nous permet de pouvoir générer des rendements plus forts que l'inflation sur le long terme, c'est son objectif. Mais c'est une croissance en plus ininterrompue et exponentielle pour le reste de notre vie. Mais si en plus de cela, on l'utilise de manière proactive, voilà à quoi ça va pouvoir ressembler. Et je reviens au graphique initial. Quand on se lève le matin, on va pouvoir créer de l'épargne. Au lieu de mettre à la banque, si on le positionne dans sa Cash Value Life Insurance, on aura donc un rendement exponentiel pour le reste de notre vie, comme un petit hamster dans sa roue qui va pouvoir faire augmenter cet argent pour le reste de notre vie. On dépose le $1 dedans. Mais en parallèle de cela, en plus de cela, on va avoir accès à ce qu'on appelle des facilités de crédit, ou ce qu'on appelle des lignes de crédit, line of credits. On n'est pas obligé de les utiliser, mais elles sont là, elles sont à disposition jusqu'à la valeur de votre épargne. Donc, si par exemple vous avez 500 000 $ d'épargne dans votre contrat, vous avez également accès à 500 000 $ d'argent qui est mis à votre disposition sans toucher la valeur de votre contrat. Votre contrat est nanti et maintenant vous avez 500 000 $ qui est mis à votre disposition pour l'utiliser pour n'importe quelle raison. Ça pourrait par exemple pour payer l'éducation des enfants. Ça pourrait être également pour investir dans sa propre entreprise ou potentiellement de faire un down payment, un apport sur un bien immobilier. Parce que généralement, de manière stratégique, quand on fait un investissement sur un bien immobilier, on ne fait jamais l'apport en cash. Parce que si on met par exemple ces 20% d'apport en cash dans le bien immobilier, ces 20% vont jouer un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier et de rester là-dedans et il va ne jouer qu'un seul rôle. Or,
Si vous pouvez avoir un actif qui, lui, va continuer d'augmenter, et en plus qui s'avère d'être garanti d'augmenter, et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour faire cet apport dans le bien immobilier, et ben ces 20% d'apport, eux, vont continuer à travailler à l'intérieur du contrat, et les autres 80% vont être liés au prêt immobilier. Et ainsi, 100% de votre bien immobilier a été financé avec l'argent de quelqu'un d'autre. Très probablement, 2 banques. Une première banque pour l'apport et une deuxième banque pour le prêt immobilier. Et donc, c'est 100% de l'argent de quelqu'un d'autre qui va travailler pour vous et votre foyer. C'est le même dollar qui va travailler 2 fois, et c'est à ce titre que l'on va créer un haut degré de vélocité patrimoniale. On n'est pas potentiellement obligé d'être extrêmement agressif sur cette partie-là, la partie de croissance, de cash flow creation, parce que comme on a 2 rendements pour le prix d'un, on va être extrêmement efficace et démultiplier notre stratégie patrimoniale. L'exemple d'investir dans un bien immobilier est le suivant. Si vous avez eu l'opportunité de pouvoir créer votre propre banque familiale et que maintenant vous utilisez la ligne de crédit en parallèle pour faire l'apport, et bien comme l'argent au sein de votre contrat continue, lui, à augmenter de manière exponentielle pour le reste de votre vie, et bien vous aurez, quand vous aurez repayé ces prêts immobiliers, non pas que les biens immobiliers, mais vous aurez les biens immobiliers et une énorme poche de cash parce que vous avez recapturé ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money qui est resté dans votre poche. C'est le concept potentiellement le plus compliqué à comprendre en termes de finances personnelles. Mais c'est si on peut faire en sorte que chaque dollar continue à travailler dans votre patrimoine, on va complètement être efficace et démultiplier votre stratégie. On va passer donc au 4e point de cela, de cette démonstration de pouvoir comment savoir réduire le risque et maximiser le rendement. On va parler d'instruments financiers. Je vais mettre en exergue ici ce qu'on appelle les capital annuities. Donc, je vais rentrer dans le détail de solutions pour les comptes de retraite. Donc, imaginez que vous ayez contribué à un 401k ou un 403b et que vous avez accumulé un certain montant d'argent dans vos comptes de retraite. Et bien, le jour où vous partez de votre employeur, parce que vous rentrez en France, vous avez changé d'employeur, et bien maintenant, ce 401k, vous avez plusieurs options à votre disposition. Vous pouvez soit le garder chez votre ancien employeur, vous pouvez le transférer vers votre nouveau employeur, vous pouvez en sortir complètement avec les implications fiscales et potentiellement les pénalités si vous sortez avant 59 ans et demi, ou par exemple, vous pouvez le transférer vers un IRA. Donc votre 401k, qui est un ancien 401k maintenant, un ex-401k, vous allez pouvoir le transférer, faire ce qu'on appelle un rollover, vers un individual retirement account, sans implication fiscale, et vous allez pouvoir maintenant, dans un IRA, vous ouvrir l'ensemble des opportunités quasiment mondiales d'investissement. Au lieu d'être bloqué dans votre ancien 401k entre 20 et 25 mutual funds à choisir, maintenant, vous avez l'opportunité de mettre ce que vous souhaitez dans votre IRA. Et un exemple pourrait notamment être de mettre en place ce qu'on appelle un capital annuity. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un exemple concret de ce que peut être un capital annuity, de ce qui existe à l'heure où on se parle. Donc, vous pourriez rentrer dans un contrat qu'on appelle un capital annuity avec une compagnie d'assurance. Alors, un exemple, vous pourrez être 100% investi sur les marchés financiers, et notamment, par exemple, le S&P 500. Ça peut être le Nasdaq, ça peut être le Russell, les small cap. On va prendre l'exemple du S&P 500. On va être 100% agressif. Alors que normalement, quand on est même dans un 401k, plus on va se rapprocher de la retraite, lié à notre tolérance au risque et notre horizon d'investissement, on va peut-être faire appel à la théorie moderne du portefeuille et ainsi d'augmenter la partie obligataire pour réduire la volatilité. Et généralement, pourquoi ? Parce que 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Et s'il y avait quoi que ce soit de majeur dans cette zone-là, eh ben, on aurait pu être le meilleur gestionnaire pendant 30 ans. S'il arrive quoi que ce soit de majeur dans cette zone-là, eh ben, on pourrait potentiellement avoir un impact dévastateur sur notre capacité à générer le style de vie qu'on souhaiterait avoir pour le reste de notre vie. Donc, par défaut, on augmente la valeur obligataire pour réduire la volatilité du portefeuille. Or là, on va pouvoir se permettre potentiellement de rester 100% agressif lié au marché financier. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un certain niveau de protection à la baisse qui va nous être fourni par la compagnie d'assurance. Donc, c'est un contrat qui dure 6 ans, renouvelable indéfiniment. Généralement, on va refaire le point tous les 6 ans et on va pouvoir choisir un niveau de protection. Ça peut être par exemple moins 10%, moins 20% ou même 100% sécurisé. C'est-à-dire qu'en cas de baisse des marchés, on peut choisir un floor que si le marché a perdu 90%, si vous avez choisi la solution 100% sécurisée, vous récupérez la totalité de votre investissement à l'issue des 6 ans. Je vais vous donner l'exemple d'une protection à moins 10%. Ce qui signifie par exemple que si le marché à l'issue des 6 ans a perdu que 9%,
vous n'avez rien perdu. S'il a perdu 11%, vous n'avez perdu que 1. S'il a perdu 23%, vous avez perdu 13. Les premiers 10% seraient protégés en cas de perte. Il faut savoir que historiquement, le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, n'ont jamais perdu plus de 20% en 6 ans dans toute son histoire. Ce n'est jamais arrivé dans le passé. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Il faut savoir que le S&P 500, l'année dernière, en 2022, a perdu 18%. Ce sera peut-être opportun potentiellement de se positionner aujourd'hui et d'avoir une probabilité faible de potentiellement perdre de l'argent avec un niveau de protection autour des moins 10% ish, moins 20 potentiellement. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais ça nous donne un niveau de sécurité sur lequel on va pouvoir être confortable pour pouvoir être agressif lié au marché financier, parce qu'en cas de problème, nous avons un niveau de protection. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va avoir un coefficient multiplicateur à la hausse. Et notamment, on va avoir un premier multiplicateur coefficient à la hausse qui est de 110%. C'est-à-dire que si le marché prend 10%, on va être crédité 11%. Vous avez un booster de rendement à la hausse, un coefficient multiplicateur en cas de hausse des marchés. Si le marché prend 100, on prend 110 et ainsi de suite. Et cela pour un frais de 0%. Ça ne vous coûte rien en tant qu'investisseur tant que vous êtes investi sur les 6 années du contrat. Si vous respectez les termes du contrat, ça ne vous coûte rien d'être investi, c'est 0 frais. Donc au lieu d'être dans un ancien 401K sur lequel on a le devoir d'être diversifié pour être lié à la tolérance au risque, parce qu'on n'a aucune protection à la baisse, qu'on va avoir des frais liés au mutual fund et potentiellement des frais également en tant qu'ancien employé, qui sont des frais administratifs que la compagnie ne paye plus pour vous, parce que vous êtes un ancien employé, donc des frais plus élevés, pas de protection à la baisse et pas de booster de rendement à la hausse, ça pourrait évidemment être opportun de considérer ce type d'instrument-là pour pouvoir profiter de cela. Si on est confortable avec des frais, on a une solution également qui est ici de 1,25% de frais annuels, mais avec exactement et les mêmes critères, mais un booster de rendement ici de 135% de l'augmentation des marchés financiers. Donc, selon votre propre perspective, en termes de payer moins de frais ou potentiellement d'aller vraiment chercher l'augmentation potentielle des marchés, vous avez le choix de réduire les frais à néant ou potentiellement d'accepter un certain niveau de frais pour avoir des boosters de rendement supérieurs à la hausse. Il existe également ce type d'instruments-là qui sont quasi équivalents sur ce qu'on appelle le non-qualified plan. Ce que je vous ai présenté ici pour les capital annuities sont généralement réservés pour les instruments dits de retraite. Pas forcément, mais la majorité du temps, ce sera utilisé pour cela. Et si on a de l'argent qui est à la banque ou déjà diversifié dans un portefeuille, on va utiliser ce qu'on appelle les structured notes, qui ont quasiment le même rôle, c'est de pouvoir être lié au marché financier, réduction du risque à la baisse, booster de rendement à la hausse et 0 frais. Il est absolument capital de nos jours d'utiliser ce type d'instrument-là, ces structured notes, parce qu'il y a une position symbiotique, une relation symbiotique entre un compte manager où on a la liquidité et ces structured notes qui vont nous permettre de pouvoir réduire le risque et booster les rendements. On va perdre un petit peu la liquidité là-dessus parce qu'on va être investi sur un nombre d'années déterminé. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous décidez dès le départ sur le nombre d'années sur lequel vous êtes confortable d'investir votre argent. Mais si vous êtes confortable, par exemple, d'investir sur 1 an et que vous n'allez pas pouvoir, vous allez être confortable de ne pas toucher cet argent pendant 1 an, vous allez bénéficier d'être lié au marché financier, protection à la baisse, booster de rendement à la hausse et 0 frais derrière. Donc, la combinaison des deux entre un managed account et ses produits structurés va nous permettre d'avoir la liquidité attendue, la diversification internationale, sectorielle, diversifiée, gestion proactive de vos actifs et la réduction du risque et la maximisation du rendement. Évidemment, on va utiliser l'ensemble des solutions patrimoniales à notre disposition et c'est vrai que les États-Unis sont vraiment le terreau de la finance internationale et qu'on va trouver des solutions patrimoniales qui sont maintenant accessibles à tous. Parce que, par exemple, les produits structurés étaient réservés à notre clientèle qu'on appelle ultra net worth. Il fallait 10 millions de dollars sur Management Ensemble pour pouvoir accéder à ces instruments qui avaient une dénomination minimale de 100 000 dollars. Depuis le mois de septembre dernier, depuis 1 an maintenant, nous avons accès à ces instruments pour un montant minimal d'investissement de 1 000 dollars, qui ouvre la porte à l'ensemble de la communauté française maintenant aux États-Unis pour utiliser ce type d'instrument dans la gestion du risque et la maximisation du rendement. Voici pour le point numéro 2. Lançons-nous pour ce point numéro 3. Comment maintenant être proactif lors d'une baisse des marchés financiers? Et bien pour ce faire, il s'agit de pouvoir être déjà positionné de manière optimale. Cela ne s'invente pas.
C'est pas parce qu'il y a un crash du marché financier qu'on est déjà prêt. Il s'agit de pouvoir avoir une planification financière qui est optimale, de travailler par exemple avec mes équipes qui sont spécialisées sur la gestion patrimoniale internationale et de vous positionner de manière optimale pour avoir à la fois des actifs défensifs et de la croissance de manière optimale pour pouvoir être en position de force. Et c'est absolument fondamental d'avoir une stratégie à 2 vitesses. Et pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Cette première vitesse, ça va être vos actifs de croissance. Et comme on l'a vu ensemble, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Premièrement, c'est ce que j'appelle ownership. C'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise ou des parts d'une entreprise. Et deuxièmement, c'est le real estate. Donc on va mettre le financier et l'immobilier. On va être les 2 classes d'actifs qui vont pouvoir essayer de nous générer du rendement sur long terme. L'objectif minimum de rendement sur long terme, c'est du 7 à 8%. Si nous n'avons pas l'objectif de générer du 7 à 8% de manière linéaire sur le long terme, ça ne sert à rien qu'on considère ces classes d'actifs-là. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut générer du 5, 5,5% de rendement à la banque sans prendre de risque et liquide. Alors qu'est-ce qu'on va s'embêter d'aller chercher du rendement inférieur à cela? Ça n'a pas de sens. Donc on va au minimum aller chercher ce type de rendement-là d'un point de vue stratégique. Mais comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai mis des zigzags. Parce que ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une situation économique d'expansion, crash, expansion, crash, et ainsi de suite. Mais il faut vraiment comprendre qu'au niveau de notre stratégie patrimoniale, un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement fullement heurtées par un crash du marché financier et immobilier. Et c'est pour cela que c'est si fondamental de pouvoir détenir cette deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier et immobilier et qui va nous permettre, un, de gérer le risque de manière optimale, mais deuxièmement, de tirer avantage d'opportunités quand celles-ci se présentent. Et ce sont vos actifs défensifs. C'est à la fois votre cash et votre cash value life insurance. C'est grâce à ces actifs défensifs que, un, on va déjà se sentir confortable sur la prise de risque de nos actifs de croissance. Exemple, très simple, ma femme et moi, on est très conservateurs de nature. Ce n'est pas une tare, it's okay. Mais comme on a les reins solides, comme nous avons nos actifs de défense qui sont en place, nous avons 12 mois de dépenses à la banque en cas de pépin, que nous avons notre propre banque familiale grâce à notre cash value life insurance de type Wally qui est en place, on a près de 700 000 $ dedans, liquide, qui est à disposition, qui est garanti d'augmenter, qui va nous faire permettre de faire face à l'inflation, et qu'on continue d'alimenter chaque année, et bien maintenant, quand on est investi sur le marché financier, sur le marché immobilier, dans notre 401k, ben, au lieu d'être lié à notre tolérance au risque, qui c'est probablement à peu près un 6 sur 10, qui normalement de manière classique, on est 60% en equity, 40% en obligataire pour la gestion du risque, et ben en fait, on est un 9, voire un 10 sur 10 en termes d'agressivité, parce qu'on a les reins solides à côté, que nous avons de quoi voir les choses venir, mais également que nous avons, de la même manière qu'un revolver qui serait chargé, la capacité à dégainer à des opportunités d'investissement. Et il n'y a pas meilleure opportunité potentiellement qu'un crash du marché financier immobilier pour pouvoir se positionner à des moments opportuns. Parce que qu'est-ce qu'une définition d'un crash du marché financier immobilier? C'est simplement que la valorisation d'actifs est de au minimum 30% inférieure de son plus haut d'il y a quelques mois ou quelques années. Ça veut dire tout simplement que vous avez des actifs qui sont très bien, on va dire, valorisés pour pouvoir se positionner de manière optimale. Ne serait-il pas opportun d'investir dans un creux de marché? Puisque quand les actifs sont plutôt faibles en termes de valorisation, et de les revendre potentiellement quand ils ont une grande valorisation. Eh bien, nous avons maintenant la capacité de pouvoir le faire. Si nous avons par exemple 150 en cash et en cash value life insurance, rien ne nous empêche de mettre 100 000 $ au travail quand il y a une opportunité d'investissement immobilière, financière, de créer sa propre entreprise ou potentiellement de racheter une entreprise potentiellement en difficulté sur laquelle on va pouvoir se positionner, gagner de nouveaux consommateurs, d'être de manière optimale positionné. Donc,
En effet, on va pouvoir se poser la question de savoir quand est-ce qu'on est au plus bas du marché pour pouvoir optimiser la stratégie. Si je devais répondre à cette question, ma réponse serait j'en ai aucune idée, je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Sinon, évidemment, les marchés auraient déjà repricé cela. Mais nous, en tant que conseil financier, nous monitorons un certain nombre d'indicateurs. Comme vous avez vu dans la première slide, nous monitorons une vingtaine d'indicateurs. Quand nous sommes en forte volatilité à la baisse, nous nous focalisons sur 7 plus 4 indicateurs conjoncturels. Les 4 indicateurs conjoncturels à l'heure actuelle sont la manière dont les pays vont encore faire face au coronavirus. Deuxièmement, c'est la supply chain internationale. Troisièmement, c'est les conflits géopolitiques. Et dernièrement, c'est l'inflation, et notamment l'inflation aux États-Unis, qui aura un direct impact sur la manière dans laquelle la Fed, la Banque centrale américaine, va se comporter et qui aura un impact direct sur la manière dont les marchés financiers se comportent. Quand ces indicateurs sont positionnés au vert, on va commencer à repositionner notre argent au travail. On n'ira pas mettre 100 000 $ d'un coup, parce que ce sera un petit peu le guesswork. On va mettre en place une stratégie rationnelle qu'on appelle le dollar cost averaging. Et ainsi, on va par exemple mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois et ainsi d'avoir la moyenne de ces 10 mois et d'être très bien positionné pour le rebond qui va suivre. Donc, si on utilise ces deux classes d'actifs de manière non corrélée sur long terme, on aura la moyenne pondérée de ces deux rendements. Alors que si on les utilise de manière proactive à chaque fois qu'il y a des opportunités d'investissement, parce que nous sommes prêts stratégiquement, nous allons pouvoir générer plus de rendements et prendre moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche. Et nous, en termes d'accompagnement avec ESA France Financials, nous enlevons le poids sur l'épaule de notre clientèle de savoir quand, quoi, comment. Nous vous appelons de manière proactive pour prendre ce type de décision, de s'asseoir, de savoir ce qui se passe et d'agir de manière proactive pour le bénéfice de votre futur. Voilà à quoi ça ressemble du dollar cost averaging. Au lieu d'investir tout d'un coup, par exemple dans le point numéro 2 ici, c'est d'investir tout d'un coup à un coût d'investissement à 25 $, et après, vous n'allez pas pouvoir bénéficier potentiellement d'une volatilité des marchés, alors que si vous investissez tous les mois, vous aurez une moyenne d'entrée sur les marchés qui sera beaucoup plus attractive et ainsi de potentiellement bénéficier d'une augmentation des marchés derrière. On ne ferait qu'une stratégie de dollar cost averaging de manière optimale lorsqu'on est dans une forte phase de volatilité à la baisse. Généralement, de manière automatisée, on fait également cela en versant 401K, etc., de manière automatisée, qui sort de notre paycheck et qui va toutes les 2 semaines se positionner dans le 401K. Si on peut le faire de manière proactive dans des opportunités d'investissement, on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et le dernier point que je souhaite adresser aujourd'hui, c'est d'être également efficace de l'impact sur l'impact fiscal de notre stratégie d'investissement. Et pour ce faire, j'ai 4 points à développer avec vous aujourd'hui. Premièrement, c'est d'utiliser des comptes d'investissement qui nous permettent de réduire l'impact fiscal sur le long terme. Donc, on a différents types. On a déjà les comptes de retraite qu'on appelle les 401k ou les 403b, IRA, Roth IRA, Roth 401k, qui nous permettent un déferrement fiscal. Exemple, on met de l'argent dans un 401k, on ne paye pas d'impôt maintenant, c'est-à-dire que imaginez que vous gagnez 100 000 $, que vous mettiez 10 000 $ dans un 401k, vous ne serez taxé aujourd'hui que sur 10 000 $, que sur 90 000 $. Les 10 000 $ que vous avez possédés dans le 401k vont se faire de manière défiscalisée. Aujourd'hui, il y aura un déferrement fiscal, mais le jour où vous sortez de l'argent, sur la totalité du montant que vous sortez, vous serez fiscalisé. Okay. Vous avez déféré l'impact fiscal dans le temps. Un deuxième type de compte, c'est ce qu'on appelle les 529 plans pour potentiellement l'éducation des enfants. Attention juste avec ce type d'instrument-là, il faut s'assurer que les enfants aillent dans un établissement accrédité par le gouvernement américain plus tard. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire face à des pénalités. Il y a un certain nombre d'avantages fiscaux également si on a la certitude que les enfants aillent dans un institut accrédité par le gouvernement américain. On pourrait bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Et dernièrement, c'est les HSA et FSS qui sont des comptes liés aux dépenses, on va dire, médicales. Et l'avantage notamment d'un HSA ou un FSA, c'est que c'est le meilleur instrument d'un point de vue fiscal, parce que c'est de l'argent avant impôt. Ce que vous allez mettre dedans va vous permettre d'avoir une déduction fiscale. Ce sera déféré au niveau de l'augmentation de votre compte. Et le jour où vous sortirez l'argent, si vous pouvez prouver que vous avez eu des dépenses médicales, vous pourrez sortir cet argent tax-free. Vous avez le triptyque. Déduction fiscale, déferrement fiscal et tax-free. Accès à cet argent-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent de ce compte la même année que vous avez ces dépenses médicales. Vous pourriez, par exemple, avoir plein de dépenses médicales durant votre vie et que 10 ans, 15 ans ou 20 ans plus tard, vous sortez l'argent et vous justifiez la sortie de cet argent sur des dépenses médicales que vous avez réalisées 10 ans plus tôt. Et ainsi de sortir l'argent tax-free.
Donc, ça pourrait être l'instrument, en tout cas le véhicule le plus intéressant d'un point de vue fiscal, si vous pouvez matérialiser des dépenses qui vont pouvoir offsetter des dépenses de santé. Si vous êtes là pour 2 ans et vous n'avez pas eu de dépenses de santé, vous avez mis de l'argent là-dedans, ça va être compliqué de pouvoir dire que vous avez eu des dépenses et ainsi de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, évidemment, chaque prise de décision doit être prise en compte selon votre situation unique. Mais voici en tout cas des instruments, en tout cas des comptes, des types de comptes qui vous permettent potentiellement de faire face à cette imposition. Deuxièmement, on peut utiliser des instruments qui sont fiscalement intéressants. Par exemple, on peut utiliser des obligations municipales. C'est de la dette à des municipalités, que ce soit des États, que ce soit a water company qui est lié à un comté, ça peut être du treasury, etc. Mais en gros, des obligations municipales vous permettent de ne pas avoir de fiscalité au niveau fédéral. Et en plus, si vous habitez dans l'État dans lequel vous prenez votre obligation municipale, vous n'aurez pas de fiscalité non plus au niveau étatique. Vous pouvez également considérer ce qu'on appelle les treasuries, les obligations fédérales, mais à ce titre, vous n'aurez pas de fiscalité au niveau étatique, mais vous aurez une fiscalité au niveau fédéral. Les taux de rendement en ce moment, autour de, par exemple, du 12 mois sur les treasuries aux États-Unis, autour des 5,3-ish, qui est plutôt intéressant potentiellement à considérer. Le point numéro 3, avant que je passe au numéro 3, vous avez également l'assurance vie permanente. Évidemment, on en a parlé, la cash value life insurance, on a parlé de la fiscalité, argent après impôt, déféré, tax-free. Dès que vous mettez $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité pour les autres vies, peu importe où vous êtes dans le monde. Utiliser ce type d'instrument, évidemment, ça va de soi, est extrêmement intéressant au niveau de sa fiscalité. D'autres instruments également, by the way, c'est les annuities, les capital annuities, income annuities, etc., qui sont liés non pas à l'intérieur de votre compte de retraite, mais en dehors, peut également avoir des avantages fiscaux grâce à ce qu'on appelle de exemption ratio, qui vous permet de réduire la fiscalité également stratégiquement sur le long terme. Mais voilà, un certain nombre d'instruments peuvent être disponibles. Le point numéro 3, c'est d'optimiser ce qu'on appelle de asset location. C'est-à-dire que imaginez que vous ayez un compte de retraite et un compte d'investissement classique. Si vous détenez des obligations, par exemple des treasuries dans un compte classique, vous aurez de la fiscalité au niveau fédéral. Alors que si vous potentiellement vous détenez ces treasuries dans un compte de retraite, ce sera déféré fiscalement. Vous n'aurez pas cette fiscalité à payer tous les ans. Et donc, probablement, il serait intéressant de s'asseoir, étant donné la diversification que vous avez en termes de votre compte d'investissement classique et vos comptes de retraite, de faire un point un petit peu ce que vous avez des deux côtés et de potentiellement privilégier la partie obligataire dans les comptes de retraite d'un point de vue fiscal et la partie equity potentiellement dans les comptes classiques pour pouvoir continuer à déférer l'impact fiscal, parce qu'une action, tant que vous ne vendez pas, vous déférez l'impact fiscal. Et lorsque vous la vendez et que vous la vendez après 1 an et 1 jour, vous êtes sur le long-term capital gains où la fiscalité est la plus favorable. Donc, à regarder, c'est de trouver le bon juste milieu entre liquidité, gestion du risque et fiscalité. Et évidemment, c'est quelque chose qui est important à nos yeux de pouvoir s'asseoir et de faire un point. Et dernièrement, c'est de bénéficier maintenant de techniques proactives automatisées, de faire appel à l'intelligence artificielle. Les 6 points que vous voyez en bas à droite du graphique, ce sont des stratégies maintenant proactives. De manière préhistorique, à l'époque, quand on avait un portefeuille, qu'on avait par exemple des plus-values réalisées, à la fin de l'année, on regarderait quelles sont les moins-values non réalisées que l'on réaliserait de manière réactive pour pouvoir faire face et offsetter les plus-values et ainsi de réduire l'impact fiscal. Maintenant, ça se fait de manière daily, tous les jours, de manière journalière. Tous les jours, il y aura une réduction de l'impact fiscal grâce à l'AI. Un exemple simple, imaginez que c'est un jour négatif au niveau des marchés, et l'AI va commencer à vendre des positions, des petites parts de positions à court terme pour créer de la moins-value à court terme qui va venir offsetter des gains, par exemple le lendemain, etc. Et donc, on a une gestion proactive de l'impact fiscal. Ça permet de manière empirique ce type de stratégie, ce qu'on appelle un tax overlay DI sur le portefeuille, c'est un overlay sur le portefeuille, permet, à la différence d'un portefeuille classique qui n'a pas ce overlay, d'économiser près de 1% de rendement annuellement qui serait perdu en impôts. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite, sur une longue période de temps, c'est énorme la différence. 60% du rendement serait perdu en impôts durant sa phase d'augmentation. C'est énorme. Donc, pour être le plus optimal possible, et maintenant, la technologie nous permet de pouvoir le faire de manière proactive. Dernier point, je vais conclure là-dessus. L'objectif au niveau de votre portefeuille, c'est d'avoir une gestion du risque aussi avancée que possible.
d'être proactif de ce côté-là. Et voici l'ensemble des points sur lesquels on va pouvoir se positionner. Donc, il s'agit d'avoir la diversification la plus optimale possible. C'est ça qui va générer le rendement sur le long terme. C'est la diversification qui va pouvoir nous permettre d'avoir un impact sur le long terme. Deuxièmement, c'est de réduire au maximum les prises de décision émotionnelles, d'avoir des stratégies efficaces d'un point de vue fiscal. Troisièmement, d'utiliser des instruments qui sont à notre disposition, que ce soit des capital release, des option strategy ou bien même des structure notes, d'utiliser ce type d'instruments pour réduire le risque et maximiser le rendement. Juste un petit point sur l'option strategy. Si vous êtes par exemple un cadre exécutif et que vous avez une concentration énorme sur une seule action, imaginez que vous travaillez pour Apple et que vous avez pour $1 million d'actions Apple, que vous aimez la compagnie, vous travaillez au quotidien pour, vous ne souhaitez pas forcément vendre, vous avez un impact fiscal énorme si vous vendez, on peut mettre en place des stratégies d'options dessus où on va dire pour une année X, on va caper l'upside, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle, on va write a call, c'est-à-dire qu'on va faire une covered call strategy, où on va vendre un call sur le marché des options, c'est-à-dire qu'on va dire, on va caper votre potentiel de gain de 20% sur l'année, vous ne pouvez pas gagner plus de 20% sur l'action que vous détenez, mais vous aurez généré 4 à 6% de rendement en ayant fait cela. Donc, en ayant vendu un call, vous générez du 4 à 6% de rendement, mais vous ne pourrez pas gagner plus de 20% sur la position. Vous allez caper l'upside, mais vous allez générer du rendement pour avoir fait cela. À l'inverse, vous pouvez acheter un put, c'est-à-dire vous pouvez vous garantir que l'action que vous détenez ne pourra pas descendre en dessous d'un montant que vous allez détenir, vous allez décider dès le départ. Par exemple, si l'action vaut 100, vous pouvez dire que dans l'année qui suit, je ne souhaite pas que l'action ne puisse descendre en dessous de $95. Et ça, vous pouvez le déterminer dès maintenant. Ça va vous coûter un petit quelque chose, mais ce petit quelque chose va vous assurer que l'action ne va pas pouvoir descendre en dessous de $95. Et si vous vendez le call et que vous achetez le put, eh ben, la vente de l'un va nous permettre d'accéder à l'achat de l'autre. Et pour un coût extrêmement minime ou nul, on va pouvoir avoir une protection à la baisse et caper l'upside pour quasiment zéro frais, puisque l'un va compenser l'autre. Et ainsi, vous pourrez avoir beaucoup plus de visibilité sur là où l'action va pouvoir être sur, par exemple, l'année à venir ou les 2 ans à venir et ainsi de suite. Donc, en termes de gestion du risque, il y a évidemment des choses à faire de ce côté-là. Et le point numéro D, on l'a vu ensemble, c'est d'avoir à l'instant T une stratégie à 2 vitesses. Mais pour ce faire, il faut travailler avec mes équipes de planification financière pour que vous soyez d'un point de vue optimal. Et dès que l'opportunité se présente, on va pouvoir la saisir. On va pouvoir être proactif, tirer avantage d'opportunités, maximiser le rendement, minimiser le risque au sein de la stratégie. Et dernièrement, c'est le point le point qui est à droite, c'est que tout ce que vous êtes en train de mettre en place va s'inscrire dans une possibilité d'optimiser potentiellement vos revenus de retraite à la fin. Because it's all about cash flow. Cash flow en phase d'accumulation, protéger cela grâce à votre cash flow protection, pour avoir la capacité de vous lever le matin et créer la valeur stratégique, et à la retraite, de pouvoir optimiser vos stratégies de retraite. Et nous avons 3 stratégies à notre disposition. La stratégie à la française qu'on appelle probability-based, on a tous été éduqués avec, mais nous avons également 2 autres stratégies qu'on appelle flooring et bucketing. C'est la combinaison de ces 3 stratégies qui vont faire qu'on soit de manière optimale. Et pour ce faire, je vous invite à suivre une de nos conférences d'aujourd'hui qui sera sur la retraite. Et je vais aborder ce thème-là aujourd'hui sur la conférence de retraite. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter sur ce webinaire aujourd'hui ou de revoir le replay de la retraite pour apprendre ensemble quelles sont les 3 stratégies de retraite qui fait qu'on va être dans une manière optimale où on va générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Stay tuned et merci pour votre attention. Je vais repasser la parole à Cédric. Très bien, merci Alexandre. Et alors, il y avait plusieurs questions dans le chat. Alors, voilà, il y avait une question sur la succession. Je voulais juste mentionner qu'il y a un forum dans quelques heures sur les problématiques successorales internationales. Donc, cela sera traité à ce moment-là. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse vous répondre, puisque tout ce qu'on fait est fait sur mesure. Alors, il y avait peut-être une question, si tu peux la gérer très rapidement, qui est par rapport au Wally. Donc, on a décrit l'acronyme. Mais à partir de quel moment est-ce qu'un Wally sera intéressant? Quel montant de patrimoine? Excellente question. On va dire que dès que vous avez une capacité d'épargne, que vous avez commencé à diversifier votre patrimoine, dès que vous avez vos 6 à 12 mois de dépenses de côté, il serait intéressant d'utiliser cet instrument parce que cet instrument-là, c'est un instrument qui est plus sur le moyen et long terme, mais qui s'inscrit dans la stratégie défensive. Donc, pour optimiser ces instruments défensifs, vous avez besoin de ce fameux Wally. Donc, dès que vous avez 6 à 12 mois de dépenses de côté,
Il s'agit de le mettre en place généralement le plus jeune possible, le plus tôt possible, mais il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'à l'âge de 81 ans pour mettre en place ce type d'instrument-là. Chaque situation est unique. Chaque situation, on va pouvoir nous dire, il s'agit de mettre ce montant-là, précis au niveau de la stratégie globale. Généralement, gardez potentiellement en tête, si vous devez avoir un chiffre, que le jour où vous prenez votre retraite, entre 20 et 25% de votre épargne globale, de votre patrimoine global, doit être en épargne Wally pour optimiser votre stratégie patrimoniale. On va le voir ensemble, notamment sur la conférence de retraite. Donc, pour répondre à la question, le plus rapidement, le mieux, mais ayez au minimum 6 à 12 mois de dépenses de côté à la banque. Si c'est le cas, vous pouvez commencer à réfléchir à ce type d'instrument-là. Très bien, parfait. Merci Alexandre. Et voilà, on va se repositionner de suite sur la présentation suivante qui traite de l'aspect de la prévoyance aux États-Unis. Donc, je vous invite à rejoindre. Vas-y, Annabelle. On vous invite à rejoindre le prochain live. Donc, vous pouvez juste exit ce studio et aller sur la prochaine intervention qui commence maintenant en rejoignant les discussions. Voilà. Donc, à tout de suite. On vous revoit dans quelques secondes. À très vite. Au revoir. Au revoir.